Bonjour, bienvenue sur Podcast Santé pour tous de TDM Santé Innove. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre, coïncidant cette année avec la Semaine mondiale de la santé numérique, nous avons consacré ce nouveau numéro de podcast au diabète et sa gestion grâce aux outils numériques, avec la participation du laboratoire VitalCare. Le diabète est une pandémie mondiale connue à travers le monde et sa prévalence est en augmentation et elle avoisine les 15% de la population en Algérie, soit plus de 4,5 millions de personnes qui sont diabétiques. La venue de nouvelles thérapeutiques et de nouveaux outils technologiques ont considérablement amélioré la prise en charge du diabète et ses complications. Les outils numériques, l'objet de notre podcast, sont aujourd'hui utilisés pour une gestion personnalisée de la maladie, conformément aux recommandations de l'OMS. L'utilisation efficace également des données de santé personnelle permettent ainsi aux patients de devenir des participants actifs à leurs propres soins et de rétablir une relation avec les professionnels de santé pour un suivi quotidien et réel. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Houssem Barous, endocrinologue, diabétologue, chef de service au CHU d'Oran et expert. Bienvenue, professeur Barous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, notre question, bien sûr, première, c'est comment peut-on affirmer que la technologie, que les outils numériques, la technologie numérique et l'utilisation des données conduisent à une approche inclusive, notamment des soins de santé centrés sur le patient? Merci pour la question. Donc, les maladies chroniques, généralement, c'est des maladies non transmissibles, constituent aujourd'hui le plus grand défi pour la santé mondiale. Donc, en matière de nombre de patients qui ne cessent d'augmenter, si je prends le nombre de cancéreux, de diabétiques, d'hypertendus, c'est des chiffres alarmants. C'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est la gravité. C'est des pathologies graves qui nécessitent des soins très lourds et un suivi durant toute la vie du patient. Après, il y a un besoin de mieux prendre en charge ces patients, parce que dans la prise en charge, on a besoin de plus de temps, parce qu'il y a tout ce qui est médecine clinique, donc ce qu'on maîtrise, mais il y a également la médecine comportementale, parce qu'il y a nécessité de changer un comportement du patient. Donc finalement, le patient, il a des besoins qui ne sont pas satisfaits, c'est d'être écouté, c'est d'avoir plus de temps en consultation. Je vous informe que pratiquement dans tous les pays, même dans les pays développés, la moyenne du temps de consultation ne dépasse pas les 15 minutes. Et dans les 15 minutes, c'est surtout des ordonnances et des prescriptions. Donc il y a 5 minutes pratiquement de discussion sur le patient. Le patient, il a besoin également d'être accompagné, donc d'être coaché sur sa pathologie. Finalement, on le voit 15 minutes par 3 mois, mais le reste du temps, il va gérer sa pathologie tout seul. Donc, on a besoin de l'accompagner dans la gestion autonome de sa pathologie. Donc ça, c'est le besoin. C'est des besoins qu'on ne peut pas satisfaire avec le modèle classique, ce qu'on fait de tous les jours avec les patients. C'est les consultations cliniques où le patient, il est obligé de venir consulter. Donc, il y a besoin de la numérisation et de la santé à distance pour pallier à cette difficulté. Effectivement, dans la pratique classique, c'est traiter juste la maladie. Oui. Maintenant, il y a une gestion. Oui, du comportement et également l'accompagner. Après, il a besoin d'être vu par plusieurs spécialistes. Tout à fait. Ça, c'est une autre problématique. Vu les complications. Spécialistes en médecine, mais également d'autres soignants, des psychologues, des diététiciens, des kinésithérapeutes. Donc, tout dépend de... Donc, comment gérer toute cette prise en charge pluridisciplinaire dans le modèle classique? Donc, il faut qu'il y ait un autre modèle de gestion de ces pathologies chroniques. Ça, c'est les besoins du patient. Après, il y a les perspectives du médecin. C'est-à-dire, le médecin, il a des difficultés. Il a beaucoup de patients en consultation. Oui. Il a besoin de gérer ses consultations. Le nombre ne cesse d'augmenter. Les systèmes de santé partout dans le monde souffrent. Les médecins sont dans le burn-out parce que le nombre, il est excessif. Après, il y a cette pluridisciplinarité. Comment avoir l'information d'un autre collègue? Je suis diabétologue et le patient fait un suivi en cardiologie. Comment se transmet l'information du cardiologue vers le diabétologue? L'information que veut obtenir le médecin de la vie du patient de tous les jours. Il a besoin de données pour ajuster la thérapeutique. Par exemple, son profil tensionnel, son profil glycémique. Donc tout ça, c'est des données
qu'on ne peut pas, c'est-à-dire avoir avec ce système classique de consultation lorsque le patient vient chaque 3 mois ou chaque 6 mois consulter. Donc, d'où l'intérêt de ces outils, ces outils numériques, d'autant plus qu'on a bien compris que l'enquête nationale réalisée par le ministère de la Santé en 2016-2017, Stepwise, a montré que quand même la prévalence qui a doublé pratiquement en 10 années, et c'est quelque chose que c'est une menace aussi par rapport aux prochaines années. Ça peut aussi augmenter. Donc, l'intérêt de ces outils est aujourd'hui quand même important. Oui, c'est très alarmant. Donc, les autorités sanitaires en Algérie, ils sont au courant de cette menace sanitaire pratiquement. Et on est dans l'obligation d'accompagner ces patients et de voir d'autres solutions que la solution classique actuelle pour traiter, accompagner ces patients. Donc le nombre, c'est par million. Donc on a 3-4 millions de diabétiques en Algérie qui nécessitent des soins spécialisés, qui nécessitent une prise en charge au long cours. Et la santé digitale et numérique va nous aider. C'est des outils, c'est des solutions pour le médecin et pour le patient. C'est-à-dire c'est des solutions qui sont pas très nouvelles. Ça date de plus de 20 ans, les solutions numériques. Et on a utilisé, c'est-à-dire des moyens que le patient a à sa disposition. Donc, la moyenne d'utilisation des écrans dans le monde, c'est 2 heures, 3 heures minimum. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut prendre 20 minutes, 15 minutes de ces 2-3 heures pour la santé du patient? C'est-à-dire, c'est des choses, le patient, il est tout le temps, comme tous les gens, en train de regarder son portable ou son smartphone, il utilise les réseaux sociaux. On s'est dit pourquoi pas capitaliser sur ce qu'il y a et utiliser ces moyens technologiques, mais d'une manière plus structurée, avec un accompagnement des patients pour mieux guider la prise en charge thérapeutique. On a bien compris au fait aussi que c'est des outils qui nous permettent de prévenir certaines complications. Vous pouvez nous en dire un mot par rapport à ça, le plus importante complication quand même? Oui, bien sûr. Donc, déjà, ces outils, on a la montre qui détecte les troubles du rythme en cardiologie, qui a sauvé beaucoup de vies, parce qu'on détecte, il y a même une transmission de la donnée pour les urgences. Après, si on prend par exemple la mesure continue du glucose, donc les capteurs de glycémie, ils permettent de détecter et de donner des alarmes pour le patient et parfois même pour les équipes soignantes quant à l'équilibre glycémique et les urgences hyperglycémiques chez les patients. Donc, c'est des solutions qui ont démontré leur efficacité dans le monde, dans la réduction des complications aiguës et dans la réduction également des complications chroniques des patients. Donc, l'Algérie est tenue aussi de s'inscrire un peu dans cette approche. Donc, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui se sont développées et des systèmes de récolte de données, notamment le dossier électronique du patient. Mais que signifient ces soins connectés et l'amélioration de partage des données pour le clinicien, pour le patient et pour le système de santé de manière générale? Donc, pour le système de santé, si on commence par le système de santé, on peut créer des consultations à distance. C'est-à-dire le patient n'est pas obligé de se déplacer pour se faire soigner. Donc, ça a été testé durant la période du Covid. Tout à fait. Et ça a donné d'excellents résultats. On a pu accompagner et traiter et suivre des patients à distance, des patients souffrant de maladies chroniques. Ça a été testé pendant 2-3 ans et ça donne d'excellents résultats. Donc ça, c'est pour le système de santé. Ça diminue les coûts de prise en charge et également, ça donne un confort pour le patient. S'il a besoin d'être vu chaque semaine ou chaque 15 jours, donc en dehors des visites médicales cliniques, on le fera à distance et le patient il sera suivi et accompagné. Ça, c'est pour le système de santé. C'est une organisation qui permet de voir plus de malades et d'avoir un support patient, donc qui avec plus de temps de consultation, de discussion, d'accompagnement, d'ajustement thérapeutique. Parce qu'on a remarqué dans les études, plus on voit le patient, plus il s'améliore. Ça, c'est un besoin réel. On le voit lorsqu'on fait des études cliniques, on voit le patient plus régulièrement, il s'équilibre, il a des bons résultats. Lorsqu'on le laisse et on revient aux consultes classiques, il revient avec des complications. Oui. Donc finalement, on s'est dit pourquoi pas faire des consultations
à distance et ça donne d'excellents résultats. Ça, c'est pour le système de santé. Pour le médecin, il a des données, parce que le médecin, on est dans l'ère de la personnalisation de la médecine, donc le patient, il est au centre de la décision médicale. Donc, mais on a besoin de ces données, on est des scientifiques. Et on va vers une médecine de précision. Donc, on a plus de data. Et on a besoin de données organisées pour prendre une décision qui est vraiment personnalisée pour ce patient. Donc, il aura le médecin sur le dossier électronique les données du patient, les données qui sont apportées par les devices qu'utilise le patient, le lecteur de glycémie, le tensiomètre, d'autres données, et également d'avoir le dossier des autres collègues. Dans la prise en charge pluridisciplinaire, si le cardiologue fait un geste, il fait une prescription, je suis au courant. Donc, il y aura un partage des données sur le patient. Donc, et parfois, le manque de communication entre les médecins va vers des complications, entraîne des complications, parce qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe en dehors de cette consultation. Sachant que ces maladies chroniques, notamment le diabète, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Oui. Effectivement, cette approche donc des soins centrés sur le patient, évidemment, j'imagine qu'il y a des gains, que ce soit sur le plan économique, sur le plan santé déjà, l'état de santé du patient. Est-ce que réellement cela a été démontré? Oui, ça a été démontré donc par plusieurs études. Le coût économique de la santé des maladies chroniques, il est énorme. Dès qu'on peut, c'est-à-dire faire des épargnes sur les dépenses de santé, sur l'utilisation ce qui est budgétivore, c'est l'utilisation des ressources en santé. C'est-à-dire, là, on est dans la diminution de l'utilisation des ressources. Ça me permet d'avoir moins de complications aiguës, moins d'hospitalisation, moins de consultations aux urgences. Parfois, le patient, il fait une petite hypoglycémie, il vient aux urgences, encombré, si je puis le dire, alors qu'il peut se connecter et être rassuré et traité à distance sans appeler la protection civile ou le SAMU pour une petite complication ou pour autre chose. En termes pratiques, donc, il y a plusieurs solutions ont été développées et j'ai bien compris qu'en Algérie, on a développé des applications sur des smartphones, notamment l'application Glic de VitalCare. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette application et comment cet exemple pourrait améliorer la gestion de la maladie et puis centrer le soin sur le patient? Donc l'application, l'apport de l'application, il vient d'un besoin. Le besoin est le suivant, c'est que le patient diabétique actuellement, il utilise des lecteurs de glycémie, des bandelettes glycémiques, de glycémie capillaire, qui coûtent assez cher. Oui. Après, on a remarqué en consultation que le patient, il vient avec un carnet, avec des données qui ne sont pas organisées, on ne sait pas quand le patient il a fait son injection d'insuline, quand il a pris son repas, la dose d'insuline, on n'a pas de données sur les événements d'hypo, d'hyper. Et là, cette application donc, vient pour organiser, pour structurer ces données. C'est une application mobile qui va recueillir les données du lecteur. Donc, dans l'application, on aura les données glycémiques qui sont ordonnées sous forme de graphes, sous forme également de tableaux, qui nous donnent une visibilité sur le profil glycémique du patient. Donc on aura des données claires pour le médecin et même pour le patient, et ces données permettent un ajustement thérapeutique adéquat. Donc, c'est comme si ça remplace un peu le carnet de suivi électronique. Oui, c'est un carnet de suivi électronique, mais ce n'est pas seulement électronique, il est également intelligent. D'accord. Il y a un algorithme qui va nous donner des paramètres de suivi, le temps passé dans la cible glycémique, les hypoglycémies, les hyperglycémies, les moments des hypos, les moments des hyper. Donc on aura plusieurs paramètres, une visibilité sur ce qui se passe chez le patient, et ça permet au patient déjà de voir son profil avec plus de clarté, parce qu'il ne va pas revoir les chiffres glycémiques sur son lecteur ou sur son carnet, c'est
un modèle où il y a des graphes, des couleurs, des paramètres qu'on éduque le patient pour les interpréter. Donc, il prend en main sa pathologie, donc il va être autonome dans la gestion. Et pour le médecin, lorsque le médecin il est en consultation, et même en dehors de la consultation, on a parlé des consultations à distance, Oui. à chaque moment, le médecin il a une visibilité sur ce qui se passe chez le patient. C'est-à-dire, on a un partage de données. Si le patient accepte de partager avec le soignant, il aura les mêmes données chez lui, donc sur son ordinateur. Il peut, et ça c'est, je pense, une innovation, il peut coacher le patient, lui demander d'ajuster, de l'accompagner à distance, de mettre des commentaires et de le traiter. Et comment avoir accès à cette application et comment fonctionne-t-elle justement en pratique? Donc c'est une application très facile à télécharger, oui. donc sur le téléphone ou sur une tablette. Après, c'est connecter cette application au lecteur de glycémie. Donc c'est une connexion entre le lecteur et l'application. Après, toutes les données du lecteur vont être transférées automatiquement donc vers cette application. Et si le patient le permet au médecin d'avoir d'accès à ces données, le médecin également, il aura en instantané toutes les données du patient concernant son profil glycémique. Donc c'est une application qu'on peut facilement télécharger sur son téléphone portable effectivement. Et mettre les données, c'est ça? C'est-à-dire comment on pratique réellement? Lorsqu'il mesure sa glycémie, ça se transmet, la mesure, ça se transmet directement vers l'application. Donc, le moment de la mesure, le chiffre glycémique. Après, toutes les données donc, recueillies seront traitées par l'algorithme et on aura un traitement des données sous forme tabulaire, sous forme de graphe qu'on peut utiliser pour ajuster le traitement du patient diabétique. Et du côté du médecin qui reçoit ces données, donc il y a le flux, j'imagine, s'il a par exemple une centaine de patients, est-ce que ce flux est rapidement gérable? Donc, toutes les informations sont traitées. Le médecin, s'il fait un point chaque semaine ou chaque 15 jours, il voit un résumé des 15 jours ou de 7 jours et il pourra donner un commentaire pour ajuster, pour détecter un problème, ajuster. Donc, être en communication direct avec le patient, envoyer un commentaire, réduire un petit peu les doses, augmenter les doses, faire ceci, faire cela. Et ça permet d'accompagner le patient. Parce que c'est ça réellement ce qu'a besoin le patient en réalité. À ce moment-là, donc, le patient n'a pas besoin de se déplacer à chaque fois chez son médecin. Donc, à quel moment, effectivement, à quel moment il doit aller voir son médecin sauf s'il y a un problème. S'il y a urgence, après, même le médecin peut convoquer. Ah, d'accord. Oui, voilà. il peut convoquer s'il voit que son patient, s'il fait le point, par exemple, après 15 jours, il voit que ce patient il reste déséquilibré, il a un problème, il peut changer de rendez-vous, envoyer un rendez-vous, parce que c'est une application qui permet également de prendre rendez-vous, d'envoyer un rendez-vous, veuillez vous présenter pour une consultation. Et donc, c'est au quotidien que le patient doit enregistrer toutes ces données. Oui, c'est enregistré systématiquement. Le patient ne fait rien. D'accord. Le patient, il a l'application sur son téléphone, il utilise son lecteur comme d'habitude. D'accord. Et c'est le lecteur qui... Mais c'est un lecteur qui est connecté à son téléphone automatiquement. Qui transmet directement les informations vers l'application. Est-ce qu'il y a une éducation justement thérapeutique par rapport à ça? Par exemple, moi j'étais en train de penser à quelqu'un qui développerait par exemple une complication comme le pied diabétique. Comment il pourra justement communiquer avec son médecin? Justement, cette application permet un partage donc de photos. Par exemple, s'il a une lésion, il se présente, on le traite. On ne peut pas le voir tous les jours. Il peut nous transférer des photos chaque jour de sa lésion s'il change de pansement et le médecin va juger sur l'évolution. Donc, on n'aura pas une consulte chaque 15 jours. On peut avoir des données journalières ou chaque 2 jours, chaque 3 jours en fonction des pansements du pied. Donc, sur l'état du patient, on peut le convoquer si on voit que la lésion n'évolue pas bien. Vous voyez qu'on gagne du temps. On a également un suivi du patient. Et par exemple aussi, j'étais en train de penser un peu à un cas qui pourrait arriver. Le patient n'a pas de connexion, par exemple, il n'a pas son smartphone. Donc, ces données ne seront pas transmises. Si, par exemple, elles sont déjà, s'il doit prendre des mesures, mais elles ne pourront pas être transmises sur la plateforme chez le médecin. Comment il peut, comment l'application pourrait régler ce problème?
Donc finalement, ça c'est une remarque pertinente parce que finalement, lorsqu'il y aura une connectivité, toutes les données vont être transférées. Il y aura le même traitement. Donc ça sera enregistré sur le lecteur. Et dès que le patient rentre, il ouvre son application et ça sera un transfert de toutes les données donc qui ont été faites même hors connexion vers l'application et il y aura un traitement des données, il y aura les mêmes graphes et les mêmes paramètres. Et comment pouvez nous éclairer par rapport à cette avancée? J'imagine qu'il y a de nouvelles fonctionnalités. Justement, il y a un enregistrement de toutes les données au niveau du lecteur. D'accord. Et lorsque le patient il a son portable ou son téléphone, son application, sa tablette, dès qu'il rentre en contact avec son téléphone, il y aura un transfert instantané de toutes les données déjà enregistrées, même hors connexion, vers cette application. Elle va prendre tout, elle va tout noter et elle va organiser les données pour le patient et pour le médecin. Eh ben, très bien. Donc, c'est quelque chose qui pourra éventuellement aider le patient déjà directement. Ma question, par rapport à ça, au fait, j'imagine que vous avez des patients qui utilisent cette application. Oui. Comment elle est aujourd'hui conçue ou perçue par les patients? Est-ce que les patients sont demandeurs? Est-ce qu'ils acceptent quand on leur propose? C'est-à-dire, comment la chose est perçue par rapport aux patients diabétiques? Donc, pour le patient, elle est perçue comme solution thérapeutique. Parce que finalement, le patient, lorsqu'il vient en consultation, souvent, ils nous disent « j'ai pas rapporté, j'ai pas ramené mon carnet d'autosurveillance, j'ai pas eu le temps de prendre mes glycémies, de le mettre sur un carnet, de revoir le lecteur. » Et parfois, on a des pertes de données pour les patients parce qu'ils n'ont pas le temps parfois, ils oublient l'horaire de l'injection, l'horaire de la prise. Donc tout ça, c'est géré. Le patient, il vient, on a son carnet, on a tous les paramètres. Donc la perception qu'a le patient, c'est une solution. Il voit mieux son équilibre glycémique, mais à condition de l'éduquer sur l'utilisation et sur également comment faire l'autocontrôle glycémique, c'est-à-dire comment faire face à ce chiffre glycémique, comment ajuster sa thérapeutique. C'est des solutions thérapeutiques, certes, mais nécessitent un accompagnement en éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut rentabiliser. Dans quel cadre ça se fait, cette éducation thérapeutique? Ça se fait lorsqu'on initie cette application chez le patient. On va lui montrer comment il va utiliser les données, comment il peut gérer. Parce que je vous ai dit, l'important, c'est le transfert de connaissances et de compétences pour autonomiser le patient. Notre but, c'est d'avoir un niveau d'éducation qui fait que le patient soit son propre médecin, c'est-à-dire se prendre en charge, avoir toutes les compétences pour se prendre en charge. Et je pense que ces applications mobiles s'inscrivent dans cette autonomisation du patient et à une prise en charge adéquate. Et vous avez pensé à une évaluation? Vous avez pensé faire ou vous avez fait déjà une petite évaluation depuis l'utilisation de cette application? Depuis l'utilisation, on a d'excellents résultats avec les patients. On attend une utilisation beaucoup plus large pour faire une évaluation et peut-être publier des résultats sur l'intérêt de ces applications, et notamment l'application GLIC. On peut avoir une idée sur l'échantillon oui, bien sûr. Après, il y a des populations qui sont prioritaires, comme l'enfant, qui nécessite une gestion plus complexe. Il y a l'intervention des parents, surtout de la maman en Algérie. Elle peut avoir des données. Elle a des données également, même si l'enfant il est scolarisé, elle a des données chez elle sur les... Justement, par rapport au type 1 et au type 2, comme c'est les enfants, mais est-ce que c'est une application qui est plus recommandée pour le type 1 ou forcément pour tous les patients, mais surtout dans le type 1, elle trouve son intérêt parce que c'est des patients qui font des injections multiples, qui prennent leur glycémie plusieurs fois par jour. Il y a également la femme enceinte, on n'oublie pas, la femme enceinte qui nécessite un suivi rigoureux avec des objectifs très stricts et une autosurveillance glycémique de 6 à 7 jusqu'à 8 fois par jour. Donc la femme enceinte, l'enfant, l'adulte diabétique de type 1. Après, on a quand même des diabétiques de type 2 sous schéma insulinique complexe qui nécessitent la même prise en charge que les patients diabétiques de type 1. Donc ces applications vont nous aider énormément et vont permettre, et surtout, j'insiste sur ça, une utilisation judicieuse
des bandelettes. Oui, parce qu'il y a un coût des bandelettes et c'est malheureux de voir que le patient utilise des bandelettes sans tirer bénéfice de cette surveillance glycémique parce que, je vais dire, pas dans la plupart des cas, mais chez un bon nombre de patients, elle est anarchique et elle est inexploitable. Quels sont les conseils que vous pouvez donner justement aux patients diabétiques, peut-être qui nous regardent, sur le diabète, sur les moyens de prévention, l'utilisation des bandelettes, notamment qui ne doivent pas être abusives, et peut-être les moyens de prévention, c'est pour comment prévenir le diabète et peut-être prévenir les complications, notamment à l'occasion de la journée mondiale du diabète le 14 novembre. Donc pour prévenir les complications, c'est être le maximum dans un bon équilibre glycémique. C'est-à-dire, ça, c'est primordial. Malheureusement, il y a beaucoup de patients qui restent déséquilibrés, qui tournent le dos à la maladie. Et je pense que les solutions actuelles digitales permettent une meilleure prise en charge parce qu'il y a plus de données, plus de transparence sur le contrôle glycémique. Ça permet, si le patient il bénéficie d'une éducation thérapeutique, d'être bien contrôlé. Ça permet réellement, c'est démontré, on ne va pas réinventer les choses, c'est démontré, c'est l'équilibre du diabète pour prévenir les complications. Après, pour prévenir le diabète, c'est le changement du comportement. En général, on est une société qui consomme beaucoup de sucre. La ration calorique, elle est énorme. On consomme beaucoup de sucre. C'est réduire donc la consommation de sucre raffiné. Et ça, c'est important. On consomme beaucoup de boissons sucrées. Notre mode alimentaire a changé. Il faut avoir... L'activité physique aussi. L'activité physique, elle est importante. Mais surtout, une hygiène de vie par rapport à la nutrition. Ça, c'est primordial. Et également, l'activité physique régulière et continue. Merci beaucoup, professeur Barros. Je rappelle que vous êtes endocrinologue, diabétologue, chef de service au CHU d'Oran. On vous remercie pour votre participation. On arrive au terme de notre podcast. On vous remercie pour avoir suivi notre podcast. Au prochain rendez-vous. Merci. Merci. Donc,